Voici en tout cas ce qu'écrit le New York Times dans son enquête. Vers la fin 2021, selon un haut responsable européen, Poutine se demandait s'il devait lancer son invasion à grande échelle lorsqu'il a rencontré le chef de l'un des principaux services d'espionnage russes qui lui a dit que la CIA, en collaboration avec le MI6, contrôlait l'Ukraine et en faisait une tête de pont pour les opérations contre Moscou. Sans déconner, ça alors. Eh oui, les bases de la CIA, le Maïdan, et maintenant, c'est au tour de la Géorgie. Alors, on va tout de suite en parler avec notre invité ce matin, Laurent Ozon. Bonjour Laurent. Salut, est-ce qu'on t'entend? comment vas-tu? Salut, très bien. Alors, je souhaitais t'avoir pour parler de tout ce qu'il s'est passé ce week-end. On a vu la Roumanie, on a vu la Géorgie, on a vu la Syrie aussi, mais surtout ce qui se passe en Europe. Ça fait quelques mois maintenant, et je pense que depuis la crise en Ukraine, ça n'a pas arrangé les choses, que beaucoup de pays de l'Est sont en train de revoir leur adhésion, leur amour inconditionnel du projet européen et du projet atlantiste qui va avec, en se disant mais est-ce qu'on ne serait pas les prochains sur la liste et jusqu'où ça peut aller? Est-ce que en Géorgie, là notamment, on peut voir les prémices de ce qui va amener peut-être à une guerre civile? En tout cas, il est probable que les pressions, je dirais le camp atlantiste joue un peu sa dernière carte. Est-ce que tu m'entends bien d'abord? Oui, impeccable. Oui. Donc, il est probable que le camp atlantiste joue un peu sa dernière carte parce que, bon, en gros, il y a une présidente qui est une présidente qui a des pouvoirs très, très faibles et un parlement qui, lui, est majoritairement été reconduit et qui, récemment, par des élections, et qui, lui, est globalement un parlement, contrairement à ce qu'on dit, pas du tout pro-russe, mais très pro... un peu comme Imran Khan au Pakistan, c'est-à-dire autonomie stratégique. En clair, Ouais. leur position, c'est il y a des gens dedans qui sont d'ailleurs dans ce parti qui est au pouvoir, donc qui est le parti qui contrôle aujourd'hui le Parlement. Il y a des gens qui sont favorables à l'adhésion à l'OTAN, d'autres qui sont hostiles à l'adhésion à l'OTAN, certains qui sont très pro-russes, d'autres qui sont très anti-russes, etc. Le point commun de ces forces-là, c'est autonomie stratégique pour la Géorgie. C'est-à-dire, elles sont favorables à ce que la Géorgie ne se laisse pas entraîner d'un côté ou de l'autre dans une logique en fait de confrontation et ne se trouve pas aspirée en quelque sorte par l'impérialisme, je dirais, occidental, parce qu'ils ont vu, je dirais aujourd'hui maintenant, la leçon de l'Ukraine est quand même très forte et pour tout le monde, et donc ils ont vu en gros à quoi ce qu'il en coûtait en quelque sorte de se mettre au service de ces gens-là, et voilà. Et donc pour les Géorgiens c'est très clair puisqu'ils ont reconduit le parti de l'autonomie stratégique de la Géorgie, je dirais, ils l'ont reconduit en quelque sorte et ils l'ont même bien installé. Et donc, je dirais, ils ont fait passer une loi qui est une loi qui limite les financements étrangers dans leur pays, ce qui fait qu'en fait maintenant le temps est compté, si vous voulez, pour les ONG otaniennes et les ONG sorosiennes et américaines dans ce pays. Et donc, je dirais, elles jouent leur dernière cartouche à mon avis. Voilà. Alors, elle joue leur dernière cartouche, mais on a quand même la présidente, il faut souligner, Salomé Zourabichvili, ancienne diplomate française, franco-géorgienne, qui est donc présidente en Géorgie. On se dit, mais ce pays est maudit. Après Raphaël Glucksmann, ils ont droit à une diplomate française en tant que présidente, et ça passe. On peut se demander pourquoi, comment c'est possible, sachant que, voilà ce qu'elle disait au micro de France Inter ce matin. Je vais te faire écouter, parce que c'est intéressant de voir comment ça se prend les pieds dans le tapis d'une certaine façon. Voilà, c'est incroyable, le drapeau européen en majesté derrière donc cette franco-géorgienne présidente de Géorgie qui explique que les Géorgiens veulent l'Union européenne parce qu'ils veulent une société multiculturelle et ils veulent leurs valeurs. C'est tout le temps le même truc en fait. Oui, mais en fait, bon, faut pas trop accorder d'importance à ce qu'elle raconte, parce qu'elle Non. elle peut raconter l'inverse si demain ça l'arrange. Là, elle est sur un média qu'elle connaît, avec une journaliste sur lequel elle a été briefée. Elle a probablement un gars ou deux qui lui ont expliqué, voilà, tu es sur un support, voilà quel type de public t'as, et voilà en gros ce qu'il faut dire. Donc, bon, c'est cette femme, en fait, essaye de... Enfin, raconte en quelque sorte ce qu'elle veut, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Géorgien moyen, il n'a pas plus envie d'être en guerre contre la Russie qu'être en guerre contre l'OTAN. Il n'a pas envie il n'est pas wokiste, il n'est pas libéral d'une certaine façon.
Le Géorgien moyen, il a surtout envie je dirais, de vivre mieux. C'est un peu comme chez nous, hein. Il a surtout envie de vivre mieux, d'avoir des représentants politiques qui défendent ses intérêts à lui et éviter de se laisser embringuer dans des discours de mobilisation hystérique. Alors, il y a évidemment une population qui est sensible à ce type d'argument, et c'est particulièrement, je dirais, malheureusement toujours, vous savez, les enfants soldats, hein, c'est toujours le même truc. Il y a toujours une partie je dirais, d'adolescents et de jeunes étudiants qui globalement ont un rapport à la vie, un rapport au réel, un rapport aux valeurs, bref, que vous connaissez, enfin que tu connais. On va pas s'attarder là-dessus, mais enfin bon. Voilà, on est tous passés par là, et qui sont globalement manipulés, financés, mis en valeur, etc. Il y a un côté pose, Instagrammeur dans cette révolution. On se prend en photo en train de jeter quelque chose, etc. On va montrer des images, oui, parce que... Il y a un côté très hédoniste et très narcissique là-dedans. Hein. Il y a donc, ça, par exemple... Je te mets juste, c'était justement par rapport à la mise en scène, c'était les manifestants hier. Hein, voilà ce qu'on voit, par exemple, sur le... Je coupe le son, mais c'est devant le building du Parlement. Voilà, ils sont sur un banc, ils se mettent en scène avec des feux d'artifice qui sont tirés sur les forces de l'ordre. Mais on voit aussi des images où il y a des distributions de masques à gaz aux manifestants. Enfin, c'est très organisé aussi d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut y voir là aussi la main d'officine, de volontairement aussi pousser une population en disant « Allez-y, on va gagner cette fois-ci ». Moi, je ne peux pas regarder des manifestations, même quand je pense qu'elles sont nuisibles. Je ne peux pas les regarder quand je vois des jeunes gens de 20 ans qui font des sons et lumières à l'extérieur, qui ont l'impression de défier l'autorité et qui envoient des fusées sur des forces de l'ordre. Je ne peux pas les trouver sympathiques d'une certaine façon, et je pense que c'est le cas de pas mal de gens un peu partout. C'est-à-dire, ça montre je dirais un aspect rebelle, anti-système, anti-autorité, créatif en quelque sorte. Donc, en termes de communication, c'est très bien vu, et il y a très probablement beaucoup de ces jeunes gens qui sont très sincères. Tout le problème, c'est qu'ils ne voient pas ce qui se profile derrière, en fait, je dirais, leur action. Ils ne voient pas ce qui se profile derrière leur volonté, parce que l'Europe, ils la voient sur Internet, mais ils ne la voient pas. Ils la voient avec les canaux de communication de l'Union européenne et des médias européens, mais ils ne voient pas la réalité de cette construction-là. Ils ne voient pas la réalité politique des forces qui les financent, qui les font bouger. Et donc, je crois c'est toujours pareil, là où on est, il faut être capable de faire la part des choses, c'est-à-dire de comprendre en même temps, je dirais, des gamins qui ont envie de se bouger, de faire des sons et lumières, de se prendre en photo et de jouer à la révolution, et je dirais quelque part leur volonté d'exister, voilà, et en même temps le fait qu'il y ait, comme toujours, je dirais, là on est dans une guerre de 4e génération, c'est-à-dire qu'on est dans une guerre d'influence où je dirais, les puissances occidentales, on a de plus en plus de difficultés à parler de puissance là, sauf dans le domaine des guerres de 4e génération, ont acquis une supériorité technique, de scénarisation en quelque sorte, des regime change, des changements de régime, qui se faisaient de façon beaucoup plus à l'ancienne, je dirais, du temps de Pinochet. À l'époque, on mettait très rapidement avec l'armée, avec des leviers faciles. Voilà. Mais c'est la même chose, je veux dire, tu fais la liste, j'ai fait la liste récemment de tous les changements de régime opérés par les États-Unis et la CIA dans le monde, de l'Australie à l'Amérique du Sud, de l'Europe à l'Afrique, etc. Tu fais la liste de tout ça et tu t'aperçois en fait que globalement ça ne s'est jamais arrêté. Il y a une petite pause sous Carter, mais sous Jimmy Carter, parce que la CIA était sous pression à ce moment-là, mais que globalement ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le mode opératoire. C'est-à-dire ils ont compris qu'il fallait que les gens qui mettaient à la place aient des têtes de gentils et prônent des valeurs, entre guillemets. Donc ils te prendront ce que tu veux. Ils t'expliqueront que la Géorgie est en lutte contre c'est les valeurs démocratiques, l'ouverture, le respect des communautés, des minorités, etc. Donc ils se sont mis, je dirais, ils ont changé en quelque sorte le casting des remplaçants. Et ils ont changé un petit peu les méthodes, c'est-à-dire ils travaillent maintenant beaucoup plus sur du son et lumière, etc., etc. Beaucoup moins d'arguments militaires et beaucoup plus d'arguments civils, d'ONG, de liberté, de son et lumière, de jeunes, de créativité, etc. Donc, voilà, faut comprendre comment ça marche. Il faut pas, évidemment, quand on est un adulte, on n'est pas obligé de se laisser embringuer dans ce genre de, dans ce genre de film. Voilà, moi, c'est un spectacle.
Alors, il y a autre chose qui n'était pas un spectacle. Je vais te passer une vidéo. Là, c'était en France, c'était il y a 5 ans, c'était le 1er décembre 2018, l'acte 3 des Gilets jaunes. Ouais. On est dans quelque chose de très différent et on se rappelle comment le régime français traitait les Gilets jaunes de séditieux, de factieux, et cetera. Ils étaient pourtant pour des valeurs aussi, hein, sur la fin de mois, enfin tout ce qu'on voit aujourd'hui de naufrage de l'État. Je te mets les images. Ouais. Ça, c'était il y a 5 ans. Ah bah là, ça a commencé. Il y avait du monde, hein. Ouais, ouais, mais bon, c'est là que tu vois en fait la duplicité totale. Mais bon, ça marche qu'avec les gens qui n'ont plus de mémoire. Enfin, il y a quand même une partie de la population française qui est passablement lobotomisée quand même. Hein, il faut le dire, il faut quand Ouais. même appeler les choses. Ça marche avec les gens qui n'ont pas de mémoire. C'est-à-dire quand tu vois les médias t'expliquer que une manifestation avec des CRS en Géorgie, c'est un pouvoir qui réprime son peuple, que je dirais des foules qui se jettent sur le Parlement géorgien, c'est une manifestation de leur besoin de liberté, de dignité, de valeur. Quand tu transposes ça à la façon dont ces mêmes médias ont parlé des incidents du Capitole aux États-Unis, des Oui. Gilets jaunes ou des populations matraquées au Canada, mais sauvagement matraquées au Canada, avec en même temps des camions, les gens se faisaient saisir leurs comptes, leurs crypto-monnaies, etc. Mais c'était invraisemblable. Donc, le double discours, c'est le double standard, et on retrouve toujours, malheureusement, dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, en matière politique internationale, c'est pareil, cette impression d'être dans le double standard permanent. Je crois que c'est un effort que nous devons faire, parce que globalement, on fait appel à ce qu'il y a de meilleur chez l'homme quand on le fait, celui de la justice, le sentiment de justice, c'est-à-dire celui d'être capable de toujours faire un effort pour comprendre son adversaire, ou en tout cas celui qui se croit être notre adversaire, parce que parfois c'est pas le cas, et de comprendre en fait ce qui lui arrive, de ce qui se passe, et de la façon dont il est utilisé, et de pas céder à la facilité de la caricature, et en même temps de regarder, toujours de décrypter, comme nous essayons de le faire, toi et moi là en ce moment, et comme tu le fais régulièrement, et comme je le fais aussi, la façon dont les pouvoirs en fait pratiquent, les pouvoirs occidentaux pratiquent le double standard permanent. Et ça, ça c'est notre boulot de le faire. Je pense que si on arrive à le faire, on va toucher quoi? On va convaincre qui? Globalement, les gens qui réfléchissent, les gens qui sont intelligents, les gens qui aiment la justice, etc. Quand il n'y aura plus de l'autre côté que des adolescents surexcités ou des agents rémunérés ou des journalistes stipendiés, ça tombera très vite. Hein. Oui, parce que moi, j'étais chez RT France, on a été censuré, hein, bien sûr, parce qu'on était une des rares chaînes, en fait, avec des journalistes, avec des cartes de presse françaises, à traiter le mouvement des Gilets jaunes de l'intérieur, à essayer d'expliquer d'où il venait. Et donc, le pouvoir, il voyait une ingérence russe, évidemment, parce qu'on faisait simplement notre travail, comme tu dis, d'aller chercher ce qui se passait. Concernant des adolescents surexcités qui croient à des choses et d'autres, on va revenir à la Géorgie et il y a justement une personne qui aujourd'hui est importante dans la scène politique nationale et même européenne. Je te mets la vidéo, tu vas vite comprendre. 30 ans, ce jeune Français est un des conseillers officieux du président géorgien. Depuis plus d'un mois, l'opposition bloque le centre-ville de la capitale géorgienne et réclame la démission de Mikhail Saakashvili. C'est la première fois que des négociations s'ouvrent pour tenter de débloquer la crise. Il a participé à la préparation des entretiens qui s'ouvrent avec l'opposition. Mikhail Saakashvili va maintenant tenter d'associer l'opposition à une réforme de la Constitution et du Code électoral. Il espère qu'en échange, l'opposition acceptera de lever les barrages qui bloquent Tbilissi. Il y a cette crise de l'opposition, il y a cette crise du radicalisme, en effet la mort des politiques de rue. Et en effet, il cherche la sortie à ce moment-là. C'est pas, je sais pas qu'il pense des choses comme ça. Pour qu'ils sortent, il faut qu'ils aient une porte de sortie. C'est pour ça que ces propositions, c'est bien. C'est que ça peut leur permettre de faire du face saving et de montrer qu'ils peuvent obtenir des choses. À mon avis, c'est un jour important. Après, je ne sais pas eux quelle sera leur stratégie. Ça, tu vas voir. Ils vont peut-être. Voilà. Raphaël Glucksmann, que faisait-il là-bas? Oui, mais tu retrouves la même chose. Enfin, sa femme s'est fait Pareil, poisser mais c'est pour ça que je te passe cet extrait, parce qu'on est là avec la présidente exactement dans la même logique, hein, quelques années plus tard. Tout à fait. Bon, sauf que Saakashvili était je dirais,
un communicant intermédiaire dans le jeu, dans le jeu occidental. C'est-à-dire, c'était quand même un mafieux, un ex-avocat américain Qui est en d'origine prison géorgienne, actuellement. assez intelligent, qui a été recyclé plus tard en Ukraine. Ils ont essayé de le... Oui. Quand il s'est fait virer de Géorgie, les Américains ont essayé de le replacer en Ukraine. Imagine Comme la femme, d'ailleurs, chose chez nous. l'ex-femme de Raphaël Glucksmann, hein, qui a fini ministre de l'Intérieur d'Ukraine alors qu'elle était géorgienne également. Tout à fait, et qui s'est fait poisser avec des valises de billets à la frontière. pas grave. Non mais Saakashvili, c'était l'horreur de l'abomination de la désolation. Donc il s'est fait virer par les Géorgiens Manu Militari. Il s'est retrouvé en prison d'ailleurs, et la femme de l'époque de Glucksmann s'est fait poisser avec de l'argent, en essayant de sortir de l'argent. Bon bref, mais c'est la mafia ça. Donc j'irais à l'époque, la présidente actuelle de l'Ukraine, de la Géorgie, mais bon, il y a beaucoup de correspondances. La présidente actuelle de la Géorgie, c'est un produit marketing un peu plus efficace, on va dire. Bon, voilà, un peu plus efficace. Plus propre. Pour ceux qui connaissent pas. Elle est non pas de la mafia, mais du cercle de l'État. Elle est passée par toutes les universités qu'il fallait. Voilà. C'est une autre sphère d'influence, pour ne pas dire mafia, mais ça reste quand même. Moi, ce qui me taraude, c'est d'avoir ces gens comme Raphaël Glucksmann, comme la présidente géorgienne, qui parlent sans arrêt d'ingérence, notamment russe, sur les affaires européennes, mais qui, eux, ont une carrière d'ingérence en réalité. Comment c'est possible, ça ? Oui, mais c'est toujours le double standard. On en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que ce sont des gens qui... c'est comme tous ces journalistes en France qui passent leur temps, en fait, à traquer les ingérences russes en France, en oubliant, c'est la paille et la poutre, si tu veux, en oubliant toutes les ingérences américaines, donc, ou nos ingérences à nous ailleurs. Quand je dis nous, celles de l'État ou de l'oligarchie occidentale dans un certain nombre de pays, et quand je dis que c'est pas nous, je veux dire par là que le populo français qui bosse ne voit pas la couleur de l'argent, des bénéfices qui sont tirés de toutes ces activités-là. Hein. Ça, clairement. Donc, on voit la dette qui s'accumule. Ouais. Voilà. Donc, non, je crois qu'il y a un point à faire et toujours un truc à avoir à l'esprit, c'est que la vraisemblance, en fait, leur suffit. Il faut simplement... Ils partent du principe qu'ils ont affaire à des abrutis, très panés, des gens stupides qui n'ont pas de mémoire ou qui n'ont pas de culture des événements, et ils s'adressent à ces gens-là. Donc tous les gens qui réfléchissent 2 secondes, qui vont voir en arrière, qui savent qui est Glucksmann, qui était son père, on peut pas réduire quelqu'un à son père non plus, mais quand on voit la continuité, je dirais, des opinions défendues par les Glucksmann, les activités des Glucksmann et de toute la clique qui va autour, parce qu'il n'est pas seul, on voit bien qu'on a affaire là, en fait, à une des branches, la branche française des néoconservateurs, que la Géorgie était, je dirais, le plan B dans l'opération de déstabilisation du Rhineland sud de la Russie, pour provoquer une guerre avec la Russie et l'isoler si possible, que ça n'a pas marché parce que les Géorgiens ont une vieille histoire avec la Russie, une vieille histoire d'amour, d'amitié avec les Russes, même s'il y a eu des tensions et des problèmes. Il faut se rappeler que Staline était géorgien, quand même, donc voilà. Et puis il y a eu cette fameuse imprudence de Saakashvili, probablement encouragée par des livraisons d'armes qu'il avait eues venant d'Israël à l'époque, qui l'ont poussé à attaquer l'Abkhazie et l'Ossétie. Et c'est là, en fait, qu'il a fait une erreur. Voilà. Et c'est là qu'à ce moment-là, je dirais, des clans de pouvoir plus conservateurs, on va dire, ont dit stop, et l'ont bloqué. Typiquement, c'est le voyage de Sarkozy là-bas, etc., etc. Donc, c'est toujours des problèmes de vitesse de calendrier. Ils vont pas tous à la même vitesse, ils ont pas tous, et donc parfois ça se télescope. Ça veut pas dire que à propos, ils sont les uns et les autres, que tous ces clans-là, en quelque sorte, poursuivent des objectifs fondamentalement différents. Mais c'est comme si tu fais un parcours d'obstacles et que toi t'en es aux anneaux pendant que l'autre en est au saut en longueur. Donc voilà, vous faites pas la même chose au même moment. Voilà, donc on a affaire à ça. Et donc, en Géorgie, ce qui se passe, c'est simple, c'est que c'est un pays qui est un pays important, en tout cas géopolitiquement parlant, qui est aujourd'hui majoritairement acquis, je dirais, à une neutralité, je dirais, et à une volonté de se faire entendre de façon autonome dans le jeu politique, tirer parti de sa position, aussi bien de ses relations privilégiées économiques et énergétiques avec la Russie. Il faut quand même rappeler les liens énormes qu'il y a entre ces 2 pays, et simultanément avec sa volonté de rester en dehors, je dirais, de ne pas se faire arrimer à la puissance russe, de garder son autonomie,
et de ne pas se faire aspirer non plus dans le camp des bellicistes qui cherchent à ouvrir un deuxième front contre la Fédération de Russie. Mais justement, est-ce que le fait qu'on revoit ces mouvements en Géorgie, qu'on agite à nouveau le peuple, ce drapeau-là, en disant l'Europe doit venir, est-ce que ça signifie que ça y est, on arrive vers une fin de la guerre en Ukraine et donc il faut trouver les nouvelles marges de déstabilisation? Il y a des gens qui ont des armes à vendre. Donc, un conflit qui s'allume ailleurs, c'est le potentiel pour écouler de l'argent. Il faut se rappeler que le trafic d'armes, c'est pas simplement un trafic d'armes. C'est compte tenu des niveaux des systèmes de financement qui ont été mis en place, il faut comprendre, c'est un peu complexe, mais bon, disons pour faire très simple, si tu veux, il y a des agences de renseignement, il y a des pouvoirs qui se sont constitués, je dirais, dans les replis du drapeau américain, on va dire les choses comme ça, pour être un peu politique. Dans les replis du drapeau américain, il y a des pouvoirs qui se sont constitués. Ces pouvoirs se sont dotés assez rapidement, ont été tentés de se doter assez rapidement dès l'affaire des Contras, par exemple, qui est une affaire de trafic de drogue organisée par la CIA et largement documentée de drogue qui aboutissait dans les quartiers noirs de New York et qui servait à financer des réseaux armés de trafiquants contre les États que les États-Unis voulaient déstabiliser, au Nicaragua notamment. On sait depuis très longtemps qu'un certain nombre de gros réseaux d'influence aux États-Unis se sont dotés de moyens de financement qui échappent en grosse partie au Congrès. Voilà, il faut comprendre comment ça marche. C'est-à-dire la CIA, typiquement, on ne peut pas comprendre typiquement pourquoi le trafic la culture d'opium s'est effondrée en Afghanistan au départ des Américains, si on ne comprend pas qu'en fait, le trafic d'opium est aux États-Unis, en Afghanistan, a explosé pendant l'occupation de l'OTAN et l'occupation des États-Unis, qui transitait, il y a eu des rapports de l'Union européenne là-dessus, de parlementaires indépendants sur ce dossier-là, qui transitait par le Kosovo, qui est une base qui elle-même avait été créée à coup de bombe par l'OTAN quelques années plus tôt, en 1999, et que donc, comme avec la French Connection à une autre époque, avec là un trafic de drogue qui venait d'Extrême-Orient, on a affaire à des gens qui, par le trafic d'armes, le trafic de drogue, financent en quelque sorte des diplomaties parallèles, des influences parallèles, et qui cherchent à échapper je dirais, au pouvoir fédéral, en partie au pouvoir fédéral américain, bien que leur influence sur les politiques, notamment parce qu'ils détiennent les informations, les renseignements, etc., leur influence en quelque sorte dans le monde politique les fait parfois arriver à des positions, à des manettes de pouvoir aux États-Unis dans le gouvernement fédéral américain. En clair, c'est un pouvoir qui cherche à continuer à se financer en permanence, et là on a un mélange d'agences de renseignement, de pouvoirs financiers, de lobbies d'armement et de lobbies énergétiques, on va dire, c'est assez complexe. Et puis pour que les gens comprennent ce qui se passe, il faudrait une cartographie de tout ça. Il faudrait leur expliquer comment tous ces pouvoirs-là sont en permanence contraints de se financer. Il faut quand même savoir qu'on a trouvé à plusieurs reprises des bases de fabrication de drogue sur des bases de l'OTAN. C'est arrivé à plusieurs reprises dans le passé. Si on va sur mon compte Twitter, je l'ai documenté, on fait une recherche avec le mot-clé OTAN sur mon compte Twitter, vous allez le trouver tout de suite. Ça a été documenté, et par des médias indépendants. Donc, il faut comprendre qu'on a affaire à une mafia, en fait, et que ces gens-là ont besoin d'assurer, en particulier quand ils ont des phases Trump ou des phases Carter, etc., c'est-à-dire quand un pouvoir arrive à la tête de l'État et est susceptible de les surveiller, de les entraver, de les bloquer, d'une façon ou d'une autre. Je ne dis pas que ça va être le cas de Trump, on va voir, mais ils ont besoin d'assurer en quelque sorte leurs arrières et de conserver leur capacité de financement autonome. Et les trafics d'armes, notamment, et les guerres, typiquement des guerres par proxy des États-Unis, sont toujours susceptibles de servir les intérêts américains à un moment ou à un autre, bien qu'il y ait beaucoup d'Américains qui se demandent quel est leur intérêt d'armer des milices islamistes contre le régime d'Assad. J'imagine qu'il y a beaucoup d'Américains qui se disent mais quel est l'avantage des États-Unis là-dedans? Donc il y a des gens qui cherchent à tirer parti en quelque sorte de confrontation, d'intérêts géostratégiques israéliens ou américains à certains moments, ou de l'Union européenne, ou en tout cas de la mafia qui dirige l'Union européenne, et que ces gens-là, globalement, ont besoin toujours de s'assurer effectivement des terrains opérationnels
pour continuer à exister durablement. En gros, surtout, tu parles de blanchiment d'argent, de trafic en tout genre. ouais. La raison de toutes ces guerres, c'est pas les valeurs, c'est l'argent. On a Écoute, trouvé des drones réécoute d'ailleurs. Assange, hein. Ouais, bien sûr. Assange a qui a tout dit tout dit, là-dessus, hein, hein. sur la volonté Très de clair. continuer la guerre, mais pas de la gagner, hein. Le but est qu'elle Bien soit sûr. permanente pour faire de l'argent, avec Halliburton, avec toutes les sociétés de sous-traitance. On a trouvé des drones qui devaient être sur le front ukrainien, qui maintenant passent la drogue du Maghreb à l'Espagne. On se demande où vont les armes, puisqu'il y a de plus en plus de défections dans l'armée ukrainienne, et les soldats ukrainiens se plaignent de ne pas avoir le nombre de tanks, les armes, les munitions qui sont promises. L'argent, n'en parlons même pas, les milliards promis par Biden et par Ursula von der Leyen, là encore, c'est ultra opaque, avec des faits de corruption avérés, hein, notamment sur les colonels recruteurs de l'armée ukrainienne qui prennent l'argent pour fermer les yeux et faire en sorte qu'il y ait des désertions. Mais ça, la justice aussi, qui est très loin du compte. Pourquoi une telle complaisance, et pourquoi à Bruxelles on a affaire à des gens comme Valérie Hayé du groupe Renew, Ursula von der Leyen, Nathalie Loiseau, etc., qui continuent, et je pense de manière sincère, à défendre les valeurs européennes comme si elles n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Est-ce qu'elles sont naïves, ou est-ce qu'elles font partie de ce système mafieux? Alors, elles n'existent pas. Dans leur dispositif, il y a toujours des... C'est ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours des gens qui ont des niveaux de compréhension des phénomènes qui sont évidemment très, très, très différents entre Ursula von der Leyen et Valérie Hayé. On ne parle pas du même niveau de compréhension des phénomènes. Oui. Bon, voilà, clairement. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans tous les pays en guerre, il y a c'est pas propre à l'Ukraine, hein. Dans tous les pays en guerre, il ne faut pas trop leur jeter la pierre là-dessus, mais dans tous les pays en guerre, il y a du trafic. Dans tous les pays en guerre, il y a des fuites d'armes, il y a des réseaux de revente d'armes, il y a des réseaux de passe-droit pour éviter aux plus riches ou au mieux rencardés d'éviter que leurs gosses meurent sur le front, pendant que les plus pauvres se font charcuter la gueule. C'est toujours pareil, ça n'a jamais changé. La plupart des pays fonctionnent comme ça, même aux États-Unis, même en France dans le passé. Bon, le pistonnage a toujours existé, donc c'est pas très nouveau. Les trafics d'armes dont tu parles sont un peu plus sérieux quand même, parce que là, effectivement, on a des grosses fuites. Hein. On a trouvé des armes de guerre, je dirais, avec des munitions de l'OTAN dans des organisations criminelles en Norvège, en Finlande et ailleurs. Et donc, on sait qu'une partie du trafic d'armes à destination de l'Ukraine, a priori, qu'une partie ressort en quelque sorte et est redirigée vers, effectivement, se retrouve entre les mains d'organisations qui sont demain des organisations avec lesquelles des pouvoirs légitimes, démocratiques, populaires sont susceptibles d'entrer en confrontation. Hein, réseau de terroristes, réseau de trafiquants, etc., etc. Bon. Donc ça, je dirais, c'est un vrai problème. C'est pas un problème nouveau. On a eu la même chose en Libye. Hein, on a eu la même chose en Afghanistan. On a eu la même... Voilà. Donc, tout pays qui déverse massivement des grosses quantités d'armes dans un État qui est un État failli, hein, est susceptible d'alimenter le trafic d'armes international. C'est pas fait pour déplaire à tout le monde. Et les trafics humains, hein, puisque la Libye est devenue une plaque tournante aussi du trafic humain, et l'Ukraine également. Ouais. Et le truc dont tu parles, qui est l'utilisation de drones militaires livrés à l'Ukraine pour faire transiter en fait de la drogue par-dessus le détroit de Gibraltar, donc entre l'Espagne et le Maroc. C'est une réalité. C'est-à-dire que voilà, ça a été filmé, mais il y a beaucoup de gens qui le disent déjà depuis un bout de temps. Voilà, donc on a affaire à des gens qui s'en foutent. Je veux dire, l'important pour eux, c'est de continuer à avoir des théâtres d'opération, à vendre des armes, à vendre de l'énergie, etc. Il y a des intérêts énormes là-dedans. Tu comprends pas, par exemple, l'implication du Canada, quand tu comprends pas l'implication du Parti libéral canadien dans un certain nombre d'intérêts qui sont des intérêts clés, je dirais énergétiques clés, auquel est lié le Parti libéral canadien, qui est le parti des Trudeau, hein, de Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, mais de Justin Trudeau lui-même. Tu comprends pas si tu comprends pas les rapports de cette clique avec un certain nombre de milieux énergétiques canadiens, leurs tensions, leurs dissensions avec un certain nombre d'autres milieux, etc., et tu comprends pas l'implication ou par exemple les implications personnelles de Chrystia Freeland, par exemple, Chrystia Freeland au Canada, etc., l'histoire de sa famille, etc. En fait, c'est une toile. Comprendre la réalité d'un conflit comme celui-là, c'est comprendre qu'en fait, il y a une toile d'intérêts, une convergence d'intérêts de gens qui... Voilà.
Ce qu'on peut dire, pour faire très simple, c'est que quand beaucoup de gens ont intérêt à ce que quelque chose se passe, quand beaucoup de gens qui ont des moyens et de la puissance ont intérêt à ce que quelque chose se passe, Ça se passe. ça finit par se passer. Ouais. Et là, l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'avec l'élection de Donald Trump, on a l'impression que tout s'accélère. Comme tu le disais, il y a des gens qui ont ces systèmes parallèles, qui pensaient être en place et pouvoir continuer longtemps à faire ce jeu-là, se rendent compte qu'ils doivent accélérer. On a vu les différents choix de Joe Biden avant de partir, autoriser les missiles ATACMS en profondeur par l'Ukraine pour frapper les cibles sur le territoire russe. Maintenant, la Géorgie, la Roumanie qui vote mal et donc il faudrait annuler les élections. On sent quand même une fébrilité. Est-ce que l'élection de Donald Trump a accéléré les choses, comme tu le disais, parce que certains acteurs commencent à avoir peur pour leur business et peut-être même pour leur liberté? Oui, alors, pas tout le monde. Il y a des gens que l'arrivée de Trump ne va pas inquiéter énormément. Hein. Les gens regarderont qui vient d'être nommé comme probable prochain ambassadeur de France, enfin des États-Unis en France. En France, oui. Bon, voilà, donc le père de Jared Kushner, Ouais, qui a quand même un casier judiciaire assez solide à son actif. Ça dit beaucoup de la place de la France. Tout le monde ne s'inquiète pas de l'arrivée de Donald Trump, il faut être réaliste. Maintenant, c'est toujours pareil. Il y a des moments où ces gens-là doivent descendre. Il y a des réseaux, on va dire, il y a des trafics, il y a des mafias, et parfois ces gens-là doivent continuer à se déplacer en apnée. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils doivent se doter pendant les 4 ans de Trump, ou les 3 ans peut-être. On verra combien de temps il tiendra. Ils doivent se donner les moyens de continuer à pouvoir vivre, à pouvoir respirer, à pouvoir fonctionner. En se disant l'autre va pas déclencher de nouveaux conflits. Bon, voilà. Donc il y a des choses qui s'accélèrent avant l'arrivée de Trump parce qu'il y a aussi des gens qui cherchent à ouvrir des théâtres d'opérations qui rendent en quelque sorte les retours en arrière difficiles pour Trump sur le plan diplomatique. Oui, c'est ça. C'est l'affaire des missiles à longue portée, c'est à ce but-là. Le but, c'était de créer un précédent, en quelque sorte, de faire franchir une nouvelle étape dans le conflit pour que Trump, malgré toute sa bonne volonté, se retrouve dans une situation où, bon gré mal gré, il ne pourrait pas faire appliquer, ou en tout cas pourrait pas faire obtenir la paix ou défendre le principe d'une paix devant son opinion publique. Bon, c'est un peu loupé. C'est un peu loupé à cause typiquement de la réponse russe avec ce fameux missile qui a un peu changé la donne, qui a montré que les Russes avaient en fait une réponse militaire, stratégique et militaire intermédiaire entre les missiles longue portée américains et les missiles tactiques nucléaires. Ça a un petit peu déplacé les rapports de force et ça a montré en quelque sorte, on va dire que ça a un peu réglé le problème d'une certaine façon. Oui, donc il y a plusieurs facteurs. Il y a des gens qui veulent créer un précédent pour rendre la diplomatie de Trump plus compliquée par la suite. Ouais. Il y a des gens qui cherchent à accélérer un certain nombre de choses parce que globalement, ils cherchent à se mettre à l'abri ou ils cherchent globalement à se couvrir pour la suite. Il y en a d'autres qui cherchent à prendre les dernières valises avant de partir. Enfin bref, voilà, il y a tout ça en même temps. Et puis, il y a une recombinaison des pouvoirs avec des gens qui sont déjà très probablement en train de négocier la suite. Ce qui se passe en Roumanie est une grosse claque pour tout le monde, hein. En particulier la Roumanie, je voulais qu'on en parle. Parce que là, il est question de vote. Hein. Donc, il y a eu ce candidat, Călin Georgescu, qui venait de nulle part, en quelque sorte, qui arrive en tête de l'élection présidentielle le week-end dernier. On a quand même le président sortant social-démocrate qui est éliminé, qui ne sera pas au deuxième tour. Et là, on a tout le système en Roumanie qui se met en place pour dire peut-être faudrait annuler l'élection parce qu'il y a les Russes, parce qu'il y a TikTok, parce qu'il y a de l'ingérence. Les Roumains ont mal voté. Annulons l'élection. C'est ce qu'on voit, c'est scandaleux. Oui, c'est la même chose qu'en Géorgie. Hein. C'est-à-dire globalement, ce que dit la présidente géorgienne, c'est qu'il faut annuler les élections législatives parce que le résultat est mauvais. Mais on a déjà vu ça. On a vu ça avec le nom à Enfin, on a déjà vu ça en France. On voit ça systématiquement. Oui, mais pourquoi c'est toujours ce camp de la morale, des valeurs, du bien, qui est en fait antidémocratique? C'est quoi leur problème? Mais parce que précisément, ils placent, je dirais... Alors, ça n'est qu'apparent, évidemment, hein, parce que la réalité, c'est pas ça. Mais ils placent, en quelque sorte, ils tiennent un discours, c'est un peu l'innovation, l'apport métapolitique de Bernard-Henri Lévy et des nouveaux philosophes, c'est d'arriver finalement à placer le discours sur les valeurs au-dessus du discours sur la démocratie. En clair, le plus important, c'est de respecter les valeurs, et donc,
Ce qui nous caractérise, ça serait les valeurs, enfin leurs valeurs, hein, on est bien entendu. Alors, les valeurs qui sont mises en avant, c'est l'état de droit, c'est la démocratie, justement, Oui. alors qu'elles sont Oui, mais piétinées c'est le double standard. systématiquement. Oui, mais ils comptent toujours sur le fait d'avoir La affaire à des bêtise. gens qui, Ouais. globalement, vont gober, et il y a quand même beaucoup de gens qui gobent, enfin, je veux dire, ça marche quand Bah, même. il faut... oui, Donc, oui, il y a malheureusement. cette volonté toujours de placer le discours des valeurs au-dessus du principe démocratique. C'est-à-dire, quand les gens votent mal, il faut les faire revoter, parce que le fait de mal voter n'est pas conforme à nos valeurs. Si c'est pas conforme à nos valeurs, c'est donc pas conforme au droit, etc. C'est une volonté de rabattre, en quelque sorte, la démocratie sur le droit et sur la morale. C'est-à-dire, au-dessus de la volonté du peuple, il y aurait, en quelque sorte, les saintes tables de la loi de l'oligarchie occidentale libérale. Ouais. Bon, voilà, d'un côté, et l'état de droit de l'autre. Quand ils entendent l'état de droit, il faut comprendre le gouvernement des juges. Et donc, au-dessus du peuple qui peut donner son avis, on espère quand même qu'on va quand même l'aider à faire un bon choix, hein, avec les médias, machin, etc. Quand, malgré tout ça, le peuple prend une mauvaise décision, vote mal, on met au-dessus de lui, en quelque sorte, des garde-fous qui vont bloquer ses gouvernants, qui vont bloquer ses élus, qui vont bloquer ses lois, etc., qui vont bloquer le processus, et qui se font toujours autour de ces deux principes. Le principe d'une morale universelle qui serait au-dessus de la volonté populaire, qui serait la morale des élites libérales occidentales, du moins de leur interprétation de cette morale, plus exactement, parce qu'on sait très bien qu'on a affaire à plutôt une anti-morale, par certains points de vue, avec un double standard permanent, et de l'autre, le gouvernement des juges, avec des institutions qui, au nom de l'état de droit, bloquent la volonté populaire et la possibilité pour la population d'attendre une réponse politique à ses besoins. Mais c'est grave parce que là, la Cour constitutionnelle de Roumanie donc, a ordonné le recomptage des bulletins et c'est aujourd'hui qu'elle décide si elle annule ou pas les résultats du premier tour de la présidentielle. On est dans le pur déni et systématiquement, c'est la même mécanique. On accuse les réseaux sociaux, on accuse l'ingérence russe. Enfin, en France, on a les mêmes. C'est-à-dire que demain, si on avait un candidat populaire qui arriverait en tête de l'élection présidentielle, on peut rêver, hein, j'ai lancé l'Alliance populaire, on ne sait jamais, on verrait tout de suite une levée de bouclier de ce système-là, le même, pour dire non, attention, c'est de l'ingérence et c'est certainement pas ça la démocratie. Comment on fait pour en sortir Est-ce qu'il y a un message d'espoir pour les peuples européens de dire on peut sortir de cette fausse démocratie qui est en réalité une dictature de l'argent, enfin des groupes d'intérêt plutôt que de la parole populaire? C'est des rapports de force. Ouais. Les rapports de force, tout s'affronte toujours par les rapports de force, c'est-à-dire la pression, la rue, les médias, etc., etc. Il y a beaucoup de moyens d'engager des rapports de force. Donc on est là dans un rapport de force typique. Les Roumains se trouvent dans un rapport de force. Donc le problème, c'est que maintenant, soit ils n'ont pas tellement le choix, soit ils laissent passer le deuxième tour et Georgescu va être très probablement élu. Parce que la nana qui est face à lui est une fille qui est un peu particulière quand même. Hein. C'est une méchante idiote, on va dire, qui est assez peu sincère, très très mal entourée. Ouais, mais... Et oui, vraiment très mal entourée. Et qui en plus est assez particulière. Elle a probablement menti sur sa religion, etc. Elle s'affiche avec des croix énormes. Enfin bon, bref. Les Géorgiens non, le casting est fou. C'est-à-dire qu'il se moque vraiment du monde. C'est incroyable. Non, les Roumains sont pas dupes non plus, donc globalement, ils l'ont porté en avant globalement parce que ça cassait les pieds du Premier ministre sortant, et globalement, ils ont viré le Premier ministre, voilà, pour faire simple. Hein, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Jeu, etc. Bon. Donc il reste en fait ces deux candidats, Georgescu que je ne connais pas, que je découvre, mais qui est un candidat quand même qui est surréaliste par rapport à chez nous. Je veux dire, c'est un type qui, c'est vraiment un drôle d'original, quoi. Hein. Donc on n'aime pas, je sais pas, je le connais pas, mais c'est vraiment un type particulier. Il a été directeur du Club de Rome, enfin il a dirigé le Club de Rome, qui est une organisation assez connue. Il a bossé à l'ONU, il connaît des institutions internationales, il est très bien habillé, etc. Et en même temps, il est d'une radicalité dans les propos, dans les positions et dans les propos. Qui est hallucinante. Et c'est là que, quand on regarde nos oppositions, je dirais, en France,
on se dit quand même que on est quand même hyper normalisé et que nos oppositions politiques à nous, qu'elles soient de droite ou de gauche, on va dire la périphérie politique, est super normalisée quand on voit des opposants comme celui-là. Y compris sur l'Europe, hein, la question européenne reste un tabou pour les oppositions, alors qu'ils pourraient vraiment pousser et parler Frexit pour parler honnêtement. Mais là, non, tout est vraiment engoncé, tenu. C'est le rôle des médias. Tu disais que c'est une lutte culturelle. Faut voir aussi comment les médias de milliardaires entretiennent ce débat, choisissent de qui ils vont faire monter comme figure politique de l'opposition ou non. Donc la guerre aujourd'hui culturelle, elle est d'abord médiatique, d'où les médias indépendants. Soutenez-nous, si vous pouvez soutenir Le Monde Moderne et les médias indépendants, faites-le. Rejoignez notre chaîne YouTube, partagez notre contenu, faites que d'autres gens réfléchissent et commencent à aussi se dire qu'il y a un problème dans l'organisation de ces démocraties qui en fait ne sont pas des démocraties totales et réelles, puisque on nous donne simplement le choix entre quelques parts de gâteau avariés pour dire vous aurez pas ce bout-là, vous aurez quelques miettes et puis c'est comme ça. Et on se retrouve avec un Emmanuel Macron pendant 7 ans et on ne peut pas s'en débarrasser. C'est-à-dire que autant les actionnaires de Stellantis peuvent virer Tavares après de mauvais résultats, autant les citoyens français ne peuvent pas virer Macron, ni Bruno Le Maire, ni Attal, ni après de très mauvais résultats. C'est scandaleux en fait. Ce système est scandaleux. Je comprends pas que autant de gens acceptent en se disant que c'est un sommet de civilisation. Oui, alors on n'a pas tous les mêmes besoins en matière politique. Il y a des gens qui privilégient leur liberté, il y en a d'autres qui privilégient leur sécurité, il y en a qui privilégient le confort et surtout la continuité, parce que le monde qui vient et le monde autour d'eux les inquiète. Et donc faire de la politique, c'est aussi comprendre la nature des motivations de toute la population. Et dans notre système à nous, gagner en politique, c'est gagner le suffrage universel, et c'est donc très probablement aussi neutraliser les discours, je dirais, anxiogènes, ou en tout cas les perspectives anxiogènes pour une partie de la population. On est dans un pays vieillissant avec des gens qui s'inquiètent pour leur retraite, leur machin, etc. Et donc, il faut comprendre que les enjeux dans un pays comme le nôtre ne sont pas les mêmes qu'au Maroc, qu'en Géorgie, qu'aux États-Unis et ailleurs. On n'est pas dans les mêmes... voilà. Donc le jeu ne se déroule pas dans les mêmes conditions. Voilà. Mais on voit quand même que, je te montrais les gilets jaunes tout à l'heure, le pouvoir d'achat reste en tête des préoccupations, au-delà même de la liberté, de la sécurité. On a un problème sur le niveau de vie. Les gens voient bien l'effritement du niveau de vie en France, le fait que ce pays est en train de partir en naufrage, et pourtant la classe politique est dans le déni et continue de dire il faut faire des efforts, il faut aller plus loin, plus d'Europe, plus vite. Ça peut pas marcher en fait. À un moment, ça va bien casser ce système du prix. Oui, simplement, le problème, c'est que ils ont très probablement voté à une époque pour Macron, non pas parce que, je dis ça dépend des motivations. Il y a des gens qui votaient pour des raisons toujours pareil, des gens qui votent pour des raisons très différentes. Mais derrière le niveau de vie, il y a est-ce que si je choisis machin, ça va pas être pire? Et donc, toujours. On nous vend toujours ça comme étant le risque. Depuis longtemps, je dis que le problème principal des oppositions politiques, en dehors de leur, je dirais, du fait d'être les véhicules de discours anxiogènes, pour faire simple, parce que ça, il y a toute une partie de la population qui a peur de forces politiques qui tiennent des discours violents, durs, etc., qui ira toujours voter contre ça. En dehors de ça, ce qui fait le basculement, là où se joue le basculement politique en France, c'est très probablement dans la possibilité de rassurer sur des questions économiques. Et donc, c'est con, mais c'est comme ça. Donc, les questions de liberté... tout le monde se dit finalement que les institutions fonctionnent bon gré mal gré. Les scandales, c'est pas bien. Les Américains, ils nous cassent les pieds. Bon, certes, etc. La guerre, ça nous inquiète. Mais bon, tout ça semble quand même un petit peu loin. Mais ce qu'il faudrait pas, c'est voter pour quelqu'un qui va nous foutre sur un toboggan glissant et qui va nous précipiter dans le bordel. Voilà. Et donc, mais on y est. Le basculement politique, il se fait pas dans la rue. Il se fait pas dans la rue. Il se fait dans l'environnement ouaté des bureaux de vote, où tu te dis je vote pour le moins pire, ou en tout cas je vais voter pour limiter la casse, etc. Le vote de colère ou le vote de réaction, il reste très minoritaire. Très marginal. Et ce sont les gens qui souffrent le plus, en quelque sorte, de la politique, des résultats de la politique qui est menée, qui votent en fait avec des convictions, avec des tripes. Les autres font du calcul. Du calcul de probabilité. Voilà. Et comme donc, on voit dans le jeu politique actuel, c'est-à-dire
Ouais. Tout est calcul. Le RN avec Barnier sur le pas de deux sur le budget, censure, pas censure, etc. Les deals qu'il va Oui. pouvoir y avoir. C'est ce qui rend effectivement le jeu assez faussé par rapport aux réalités de la vie des Français. Oui, mais c'est typiquement ce que voient les gens au-delà de. C'est en fait, c'est qui va foutre le bordel? Mmh. Et il y a toute une partie de la population, il y a 40% Mais de la Macron a foutu le population. bordel. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que les tenants de l'ordre sont les tenants du désordre. À partir de là, tout le monde est à poil. La promesse économique, elle n'est pas tenue. La promesse sécuritaire, elle n'est pas tenue. Il n'y a aucune promesse qui est tenue. Pourquoi continuer Oui. avec ces gens-là? Moi, c'est ça que je comprends pas dans cette peur panique de se dire il faut les virer. En réalité, Oui, c'est l'étape nécessaire de les virer. oui, tout choix se fait sur la base de la prise de conscience je dirais de l'état dans lequel se trouvent les gens par rapport à l'état qu'ils craignent, dans lequel ils craignent de se trouver après. Ouais, le Donc c'est calcul, toujours pareil. ce que tu dis. Tu as raison, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vivent encore correctement, dont le frigo est Oui, plein, qui ont du boulot, oui, oui, qui partent qui en ont un vacances. patrimoine, etc. Ouais, ouais. Et toute cette population-là, c'est une partie importante quand même, ça fait quand même quelques dizaines de pourcents. Tous ces gens-là se disent, ok, et donc si je vais voter pour ces gens-là, parce que globalement les autres sont quand même des mauvais gestionnaires, est-ce que ma situation va être meilleure ou est-ce qu'elle va être pire? C'est aussi simple que ça. Et donc, Mmh. il y a beaucoup de gens qui effectivement regardent cette crise du gouvernement Barnier, au-delà des aspects institutionnels, machin, etc., euh, évaluent en quelque sorte dans cette affaire-là le potentiel de nuisance, d'inconséquence, de leur point de vue, hein, et Mmh. d'instabilité qui est susceptible de provoquer, je dirais, un gouvernement du RN, pour faire simple, par Ouais, rapport à un gouvernement macroniste. Et donc, ouais. si globalement le RN réussit à se tirer de cette affaire-là en mode c'est pas nous qui avons créé le bordel et c'est pas nous qui avons créé le truc, il va effectivement se fâcher avec son électorat le plus radicalisé qui a envie que le RN dégage Macron et dégage Barnier. Ils le Mais en font même pas, temps, ouais. il va rassurer une Mmh. partie de l'électorat macro-le-péniste, c'est-à-dire euh, des déçus d'Emmanuel Macron, prêts à voter Qui pour veulent l'ordre, ouais, l'alternance ouais. politique au nom de l'ordre et de la sécurité, et je dirais de la perspective que les choses ne bougent pas trop. Il va donc rassurer un électorat qui est, je dirais, inquiet d'un changement de pouvoir ou je dirais d'un gouvernement RN ou d'un pouvoir RN, et simultanément se fâcher un peu avec sa frange la plus radicale, qui de toute façon, en cas de deuxième tour, n'aura pas d'autre choix que voter pour, je dirais, un candidat du système ou un candidat de la périphérie politique. Et donc, Ouais. tout le problème, en fait, dans le cadre du RN, par exemple, tout le problème dans le cadre du RN, c'est de réussir à être au cœur du système, c'est-à-dire à s'installer et à rassurer le cœur du système, tout en ne perdant pas totalement, je dirais, sa prise sur la périphérie de la population qui souffre. Mmh. Et donc, c'est un calcul, ça se fait à petits pas, par des combines, etc. Bon, l'intérêt national là-dedans, l'intérêt de la population, Il n'y en a l'intérêt des gens pas. qui bossent, Enfin, tout ça, surtout bon, pour la frange la plus aux marges en voie de précarisation, il n'y a c'est du jeu jamais de électoral priorité. pur, Ouais. c'est du calcul électoral pur. Mmh. Voilà. Et donc là, Euh, on est avec des gens qui sont sur une table de mixage, hein, et qui dosent leur discours pour obtenir le soutien, voire la neutralité de tel et tel réseau, de tel et tel pouvoir, de telle ou telle influence, etc., etc., et qui regardent ça avec, je dirais, des tables de sondage sur l'évolution de l'opinion, etc., etc. ouais. Bon. Ouais. En même temps, parfois, ils font des conneries. Typiquement, par exemple, Mmh. on a vu Bardella s'exposer à soutenir assez bruyamment, avec ses poignées de main à Zelensky, etc., à s'aligner beaucoup sur le discours de von der Leyen dans les C'est la même médias. chose. Ouais. Voilà. Donc, avec toujours pour but de rassurer une partie de se recentrer, etc., etc. Il y a des sondages qui sont sortis aujourd'hui. On a vu que l'électorat RN est l'électorat le plus violemment, farouchement opposé à la guerre contre la Russie. Je crois que c'est 80 et quelques %. Donc voilà. Donc ils ont dû regarder ça, ils ont dû se dire bon, faudrait quand même pas trop durer, Mollo. faudrait peut-être pas abuser de ce type de position parce que ça va nous claquer à la gueule au final. Eh Tant oui. qu'ils n'ont pas, mais c'est le jeu démocratique, tant qu'ils n'ont pas de force qui les challenge derrière, une vraie force souverainiste, etc. Parce que je dirais l'autre force politique de la périphérie aujourd'hui, c'est quoi? C'est LFI. LFI a réussi à se laisser enfermer
pour des tas d'autres raisons politiques, dans des erreurs de positionnement, de calcul, etc., est devenu la cible privilégiée du système pour des tas de raisons. Ils ont fait des grosses conneries, à mon avis, tactiques et stratégiques. Mais donc, ça n'est plus une LFI tout seul, parce que l'accord qu'ils ont fait dans le cadre des NFP, etc., autour de Lucie Castet, etc. Oui, c'est en train d'exploser de toute façon. Tout ça va exploser. Ce sont des gens qui n'ont pas de compatibilité durable. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autre force issue de la périphérie politique que le RN. Tant qu'il n'y a personne pour les challenger et récupérer, en quelque sorte, c'est-à-dire faire venir à eux tous les gens qui sont déçus du recentrage, de la von der Leyenisation du RN, pour faire simple, il n'y a pas de raison qu'ils se privent, parce qu'ils ont un pied d'un côté, un pied dans l'autre. Ils essaient de rassurer des deux côtés, double discours permanent. Voilà, ce sont les gens qui se réclament de Gaulle. Moi, je crois. Et en même temps, qui soutiennent le gouvernement Netanyahou. Donc, on a affaire à une schizophrénie totale, et ce qui leur permet d'avoir un pied de chaque côté, mais c'est encore une fois parce qu'il n'y a personne pour les challenger. Voilà. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que tout est extrêmement fragile. En Allemagne, on voit que Olaf Scholz a perdu sa coalition. L'AfD est en train de monter, et pourtant, l'AfD est diabolisée, comme l'a été le FN à une époque. La Roumanie, c'est là encore des partis nationalistes qui prennent le dessus. On voit le cas en France aussi. Et comme tu le dis, il y a un problème en France sur la radicalité. Moi, je pense qu'il y a de la place, justement, pour essayer de dire, il faut maintenant avoir un discours radical et dire oui, il faut être honnête et dire aux Français qu'on ne peut pas continuer dans le cadre des traités européens, ce que font tous les opposants. Oui, il faut être honnête et dire aux Français qu'on ne peut pas continuer avec cette dette. Enfin, un discours d'honnêteté et de franchise. Moi, l'Alliance populaire, c'est pas un nouveau truc, c'est justement faire cette alliance du camp souverainiste, de dire est-ce qu'on peut le dépasser aussi, aller plus loin, parce qu'on a besoin en fait de cette force-là, compte tenu du jeu politique qui est en train de se rabougrir et qui nous emmène de toute façon à la catastrophe. Parce que le problème des partis actuels, une fois au pouvoir, ils seront dans la même position que Barnier ou Macron, ils devront obéir et à la Commission européenne et au FMI, et puis à tous les créanciers. Ils ne feront rien. Oui, mais donc tout ça est très compliqué. Il y a beaucoup de paramètres, effectivement. Pour l'instant, pour moi, effectivement, l'enjeu, c'est qu'apparaisse effectivement un parti qui soit un parti populaire, qui se positionne, qui ne se positionne pas sur le clivage de droite-gauche, qui propose une ligne de relocalisation des activités économiques, donc de réindustrialisation et surtout de relocalisation de l'activité économique, qui ne correspond pas à la renationalisation. La relocalisation, c'est plus précis que ça. D'un parti qui soit attentif et défenseur, je dirais, du principe de la souveraineté nationale et du principe de la souveraineté populaire aussi. Un parti attentif aux enjeux sociaux, aux enjeux écologiques, mais aussi anti-guerre, anti-élite libérale, etc. Donc, mais ce parti, on ne l'a pas. Enfin, je veux dire, moi, historiquement, là, regarde. Oui, mais historiquement, il y a des partis qui se sont créés dans cette logique-là. LFI s'est créé un peu dans cette logique-là, et le RN aussi, d'une certaine façon. D'une certaine façon. Mais pourquoi justement l'évolution politique entre les deux n'a jamais été faite. Ouais. Je caricature, voilà. Mais la synthèse entre... Si, Mélenchon l'a fait un petit peu pendant sa campagne présidentielle, pas la dernière, mais l'avant-dernière. Où là, effectivement, il était sur un logiciel politique. Il avait mis de côté, je dirais, le wokisme, le gaucho-wokisme d'une partie de ses troupes et de ses réseaux, et s'était positionné de façon beaucoup plus accessible, grand public, innovante, sous l'influence de Chikirou. On en pense qu'on veut, mais c'était vraiment du bon boulot sur le plan tactique électoral, etc. Il avait fait une campagne intelligente, mais ça n'était qu'une campagne. Tout le problème, c'est que voilà. Donc aujourd'hui, tous ces gens-là sont un peu démonétisés. Il manque, clairement, il y a un vide, je dirais, il y a un gouffre béant là qui s'est ouvert. Il manque une force politique en France. Elle n'existe pas encore. Et on va la construire. Moi, Laurent, j'ai lancé l'Alliance populaire. Est-ce que voilà, c'est basé sur cette idée-là, le fait de partir sur le travail qui a été fait par les associations pour le RIC constituant, la démocratie directe, tous les gens qui travaillent justement et qui sont sérieux sur le souverainisme. Moi, je veux cette alliance. J'ai lancé le truc. Il y a déjà 1500 pré-adhérents. Le site n'est pas, c'est un pré-site pour voir si les gens sont prêts. Est-ce que tu serais prêt à rejoindre ce mouvement-là, par exemple? Moi, si tu veux, j'ai pas de valeur ajoutée politique. C'est-à-dire que je veux pas me lancer en politique parce que d'abord, j'ai plus. Il y a eu une époque où j'avais des moyens et j'avais pas le temps, et là j'ai moins de moyens et beaucoup moins de temps, et encore beaucoup moins de temps. Donc là, c'est un peu compliqué. Ouais. Je me suis pas décidé. J'ai quitté la politique parce que globalement, les lois du politique sont des lois auxquelles je suis pas adapté. Moi, je suis un petit peu
je suis un peu aspi, si tu veux. Je suis vraiment pas adapté. Je suis pas assez sociable pour ce genre d'activité. Je fais un autre boulot qui peut être utile. Donc, je ne vais pas m'impliquer, moi, politiquement. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Je ne vois pas l'intérêt que j'ai à faire. Je vois pas l'intérêt. Moi, c'est du long terme. Je pense que sur le constat elle-même, sur ce gouffre, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester au bord du gouffre de cette façon-là. Mais déjà, fournir des analyses, décrypter l'actualité, oui, c'est ce qu'on fait. Fournir des clés d'interprétation et d'analyse du monde dans lequel on vit, c'est faire un boulot énorme parce que globalement, ça amène les gens en fait à se constituer, à rendre cohérentes leurs instincts, leurs besoins, etc., à organiser leurs pensées. Et quand on le fait, je pense, on fait du bon boulot, on fait du boulot utile. Je crois qu'on fait un boulot utile. Mais la politique, c'est pas ça. Que la politique, c'est le terrain des rapports de force. C'est le lieu des rapports de force. Donc, la politique, c'est pas de l'idéologie. La politique, ce sont des rapports de force. Donc, on n'a pas besoin de gens seulement qui pensent bien, on a surtout besoin de gens qui ont une formation politique, qui ont une formation des principes et surtout un rapport au réel qui leur permettent de réussir là où les autres ont échoué. Ouais, dans la conflictualité. Ouais. Ce qui est vraiment pas évident. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans ce jeu entre deux. Alors, la France en est là aujourd'hui, comme tu dis. C'est chacun qui va essayer de garder ses billes. Et pourtant, tout se dégrade. Malheureusement, le constat est fait. En tout cas, nous, on va essayer, on va continuer de faire cette analyse parce que ça me paraît important de le faire. Et je pense que les médias indépendants sont la clé par rapport à ce qui est la soupe quotidienne de la malinformation. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à nommer les choses, vous êtes accusé, bien sûr, de faire de la malinformation, de la désinformation, du conspirationnisme, d'être pro-russe, etc. Tout simplement parce que vous ne faites pas de propagande, contrairement au reste des médias. Ça devient quand même assez étouffant, je trouve. Est-ce que aussi le fait que Elon Musk ait racheté X, anciennement Twitter, a permis l'élection de Trump? Est-ce que ça a été décisif pour toi? Et est-ce que c'est là encore un game changer, alors je dis en anglais, mais quelque chose qui peut changer les choses dans le rapport à l'information des uns et des autres? Même si on voit que beaucoup de gens veulent quitter. D'abord, la question, c'est qu'est-ce que le retour de Trump? On ne l'a pas assez analysé, ça serait assez long à détailler. C'est quand même plus compliqué que simplement la victoire du peuple américain contre ses élites. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je ne crois pas à cette interprétation. Maintenant, est-ce que Musk a joué un rôle là-dedans? Oui, pas tout seul. Il faut comprendre qu'il y a tout un dispositif là encore de pouvoir qui est derrière Trump, derrière la Stanford, l'université de Stanford, les réseaux de l'université de Stanford, ce qu'on appelle la mafia PayPal, qui est un terme usité pour désigner, je dirais, les réseaux de Peter Thiel, pour faire simple. Les réseaux Palantir, globalement... Peter Thiel, qui était un des grands milliardaires de la Silicon Valley, et qui a été un des supporters de Trump version 1, et qui est quelqu'un d'assez trouble quand même, notamment avec Palantir et sur le renseignement. J'ai fait une émission sur ce bonhomme que je connais, que j'ai étudié un peu en détail, qui est un personnage assez intéressant, pour des tas d'aspects différents, mais on ne peut pas dire là qu'on a affaire à des démocrates populistes dans le cadre de Thiel. Pas vraiment, non. Pas du tout sur ce terrain-là. Donc c'est très compliqué l'élection de Trump. Ce sont toujours des réseaux de pouvoir qui s'unissent à un moment donné pour obtenir un résultat, et ce résultat est politique. Enfin, il peut être économique, il peut être politique, il peut être stratégique, etc. etc. Donc il faut... je sais que c'est pratique de chercher à... on a besoin de s'enthousiasmer, d'être content quand quelque chose se passe, etc. Clairement, l'élection de Trump, c'est une grosse claque dans la gueule des élites libérales et des faucons de guerre du deep state, de l'État profond occidental. Je dis occidental parce qu'il est à cheval sur c'est l'axe Washington, Londres, Bruxelles, pour faire simple. On aurait pu rajouter Tel Aviv, mais il n'y a pas vraiment l'axe, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que par certains aspects, Tel Aviv joue sa carte propre et pas toujours raccord, on va dire. Mais globalement, cet axe Washington, Londres, Bruxelles, c'est ce qu'on appelle le monde... le nom de scène, c'est le monde occidental. C'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes. Alors que nous sommes la France et l'Europe, et donc la pointe de l'Eurasie. On peut regarder avec, satisfaction, effectivement, la branlée qui se sont prises, la branlée électorale qui se sont prises, comme on peut regarder avec satisfaction la branlée qui vont peut-être se prendre en Roumanie, qui sont en train de se prendre en Géorgie malgré tout, etc. Bon, maintenant, eux c'est eux, nous c'est nous. C'est un peu plus compliqué que ça en a l'air.
Musk est un personnage ambivalent qui lui aussi joue probablement des réseaux, des influences, etc. Et qui pourra être contrebalancé. Typiquement, dans la première présidence Trump, il y avait une sorte de rapprochement entre, on va dire, les milliardaires libertariens et les réseaux populistes Tea Party à la Steve Bannon, qui avaient créé une grosse inquiétude dans le deep state américain, c'est-à-dire chez les néoconservateurs américains, ceux qui étaient restés chez les républicains, on va dire, pour faire simple. Et donc, ils s'étaient concentrés sur Steve Bannon avec une campagne internationale visant à le présenter comme un nazi ou un alt-right, etc., etc. Ils avaient dégagé, réglé le problème Bannon. Ne restait plus que Peter Thiel, qui globalement, et ses réseaux, qui s'étaient globalement dissous là-dedans sans faire de vagues. Là, la configuration dans laquelle on est, la configuration de pouvoir et d'intérêt derrière Trump est un petit peu plus compliquée que la précédente. Et surtout, on part avec un Trump qui a déjà l'expérience du pouvoir politique à la tête de l'État. Et donc, qui, théoriquement, va être capable de faire entendre un petit peu mieux ce qu'il veut. Je dirais, il sera un peu plus responsable de son deuxième mandat que de son premier. Voilà. Déjà, il n'a pas mis des proches comme il l'avait fait des membres de la famille. Alors, il a mis des proches, mais pas de la famille, alors que le premier mandat, c'était un peu de l'improvisation. Hein. Il ne s'attendait pas à ça. Je pense qu'il y a davantage de recherche, d'appui et de durabilité par rapport aux nominations, contrairement à son premier mandat. C'est-à-dire que, imagine que tu te retrouves à la tête d'une grosse administration demain matin, toi-même, et que tu aies besoin de te constituer un dispositif opérationnel pour gouverner. Tu vas être tenté de t'entourer de gens que tu connais, en qui tu as confiance. C'est ça. Donc, il s'est retrouvé un peu dans cette situation-là. Je ne veux pas lui jeter la pierre. Bien sûr qu'il y a du népotisme là-dedans, mais en même temps, le népotisme a une durée de vie très ancienne dans l'histoire de l'humanité. Et c'est clair. Ce qui existe, c'est qu'il y a des raisons. Voilà. C'est pas simplement de la corruption. C'est aussi. C'est aussi le premier cercle, la confiance, etc. Voilà. Des gens qu'on tient, des gens qu'on connaît, des gens qu'on contrôle, les gens, avec lesquels on sait à peu près à qui on a affaire. Typiquement, la nomination du père de Jared Kushner à la tête de l'ambassade des États-Unis en France, c'est quand même plutôt marrant. Hein. C'est une façon de dire on met quelqu'un qu'on connaît qui va faire ce qu'on lui dit, et en même temps, c'est qu'il nous prend vraiment maintenant pour une république bananière. Pour rien, c'est ça. Quand on voit le profil du mec en question, on se dit là vraiment. C'est pour dire j'en ai rien à foutre des Français. Clairement. Bon, bref, voilà. Donc, je dirais la politique pour nous. Chez nous, c'est effectivement toujours intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs et dans d'autres pays, et les lames de fond, et les mouvements d'opinion qui sont en train de basculer, etc. La raison de tout ça, la raison de ce basculement global, c'est la guerre en Ukraine, fondamentalement. Pour moi, c'est l'élément. Le point de basculement, pourquoi? Non pas tant à cause de cette guerre elle-même, etc., mais parce que ça, plus le conflit à Gaza, avec la crise à Gaza, ont achevé, en quelque sorte, de déciler une partie de l'opinion publique internationale sur ce principe du double standard. C'est-à-dire sur ce principe de gens tout le monde a vu comment était... qui te parlent de règles internationales, qui te parlent de morale, d'armée la plus morale du monde, qui te parlent de justice et des enfants et des machins, etc., et qui sont capables de soutenir un gouvernement qui pratique l'épuration ethnique au vu et au su de tout le monde, qui sont capables de justifier des renversements de pouvoir ou la contestation de résultats politiques sans que ça leur pose aucun problème, etc. Donc, je dirais, aujourd'hui, le roi est nu quand même. Voilà. Donc, il y a un moment, effectivement, où même les plus abrutis, les plus sectaires, vont quand même se dire, on a affaire quand même à une belle bande de toxiques, à minima, hein, et il va falloir quand même à un moment qu'on passe à autre chose. Maintenant, le basculement à autre chose, c'est ça qui est important. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir un pouvoir qui va mélanger un petit peu qui va faire une tambouille, une sorte de mélange entre du bardélisme et du van der Leyenisme, hein, c'est-à-dire une sorte d'État plus autoritaire, plus sécuritaire, plus restrictif sur l'immigration, mais qui globalement va se coucher sur à peu près tout le reste, et qui va globalement occuper à peu près les mêmes fonctions, avec peut-être un petit peu plus d'ancrage populaire, parce qu'il va tenir un discours plus social ou plus anti-immigrationniste, etc., parce qu'il y a une partie de la population qui est favorable à ça. Ou est-ce qu'on va avoir une vraie rupture de pouvoir, une vraie alternance politique dans la plupart des pays européens? Tu parlais par exemple de l'Allemagne. Si je ne suis pas très optimiste sur la situation politique française,
en Allemagne, c'est quand même beaucoup plus intéressant ce qui se passe, parce que l'AfD, malgré le fait qu'on les accuse de tous les maux, c'est un parti qui est beaucoup plus clair sur sa ligne souverainiste, beaucoup plus clair que ne l'est le Rassemblement national. Ça me paraît évident. Là, je parle de la droite ou de la droite de la droite. Et à gauche, on a aussi Sarah Wagenknecht, qui a créé en fait un parti politique de gauche qui vient de Die Linke, donc de l'équivalent de LFI, si tu veux, en Allemagne, et qui crée une formation politique qui est une formation politique authentiquement populaire, souverainiste et anti-guerre, qui se situe à gauche, et qui, même s'il y a quelques ennuis avec la Thuringe en ce moment, parce que, bon, je dirais, ce parti a passé des alliances de gouvernement dans la région Thuringe pour empêcher la prise de contrôle par l'AfD de ce truc-là, et donc ça les discrédite un petit peu dans une partie de l'électorat. Même s'il y a ça, globalement, ce parti de Sarah Wagenknecht et l'influence politique de Sarah Wagenknecht, c'est aussi, globalement, un espoir de renouvellement politique en Allemagne. Je dirais que les Allemands sont paradoxalement, à mon avis, plus près de la sortie que nous. C'est étonnant. C'est étonnant parce que c'est quand même eux qui bénéficient globalement de cet euro calqué sur le mark, de cette zone d'influence aussi par rapport à l'Europe de l'Est. Pourquoi les Allemands sortiraient? Ils ont plus à perdre que les Français. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que leur miracle économique ne dépendait pas simplement des qualités de travail de l'industrie du peuple allemand, prête en tout cas, elle dépendait d'une configuration particulière, c'est-à-dire une absence de dépenses militaires et d'investissements militaires parce qu'elle s'était placée sous le parapluie américain, en même temps qu'elle s'était placée sous le parapluie énergétique russe, puisqu'elle importait de l'énergie très bon marché, et donc je dirais le couplage de l'influence de la capacité industrielle allemande avec une énergie pas chère et une absence de besoin d'investissement et de dépenses pour des frais, pour un boulot qui n'était plus assez frais, qui n'était pas assez frais, qui était aux frais des États-Unis dans le cadre de l'OTAN, en même temps que la construction européenne, qui, je dirais, globalement immobilisée pour des questions à cause de l'euro, du fait immobiliser la plupart de ses compétiteurs sur le marché européen, l'Allemagne a profité d'une configuration qui est une configuration dont les portes sont en train de se refermer. Elle s'est auto-sabordée avec cette histoire de Nord Stream. Je dis auto-sabordée, je ne dis pas que c'est eux qui ont coupé les tuyaux, mais... Non, mais ils n'ont pas cherché à savoir qui l'avait fait, et voilà. Ils savent qui l'a fait, et bon, globalement, on leur a coupé la pipe. Et de l'autre côté, ils sont contraints maintenant d'importer du GNL américain, bientôt du GNL canadien, pour essayer de remplacer... des coûts largement supérieurs à celui auquel ils produisaient avant. Ils voient toute leur industrie, une grosse partie de leur industrie se barrer aux États-Unis ou ailleurs parce que l'énergie est moins chère. Et globalement, ça, plus la guerre à leurs frontières qui leur rappelle de mauvais souvenirs, les chars russes dans les environs de Kursk, dans l'histoire militaire allemande, c'est pas un détail. Donc, on repart à autre chose, Cette guerre en Ukraine leur a rappelé quand même, pour ceux qui ont un peu de culture, et il y a quand même pas mal d'Allemands qui ont un peu fait des études d'histoire, parce qu'on parle beaucoup d'histoire en Allemagne, qui se disent que quand même cette guerre semble pas très bon, qui n'ont pas de... et qui ont vu que l'écosystème en fait, sur lequel avait prospéré l'Allemagne depuis 50 ans est en train de se casser la gueule. Et donc voilà pourquoi ça, plus, je dirais, le recul de la France, le poids de la dette, les problèmes de gestion financière, quand on voit la façon dont la question de l'endettement de l'État et du déficit général a été traitée par les élites françaises, etc., la décrédibilisation des partenaires de l'Allemagne, des partenaires du sud de l'Europe auprès de l'Allemagne est quand même très forte. Donc si tu mets bout à bout la décrédibilisation de la France, qui était quand même un ancrage important pour l'Allemagne dans la construction européenne, la destruction de leur écosystème énergétique, stratégique et militaire, il est probable qu'à un moment donné, un certain nombre d'élites allemandes estiment qu'il est préférable de revenir à des modes de coopération moins intégrés, on va dire, de maintenir une Union européenne, probablement, mais d'en sortir peut-être sur un certain nombre d'aspects. Donc, j'exclus pas, je crois que l'assimilationnisme fédéraliste à la von der Leyen, à mon avis, a vécu. est derrière nous. Ils vont encore essayer de s'accrocher à ça, mais globalement c'est derrière nous. Je pense que les Allemands maintenant ont de plus en plus intérêt à faire l'inverse. Mais ce qui est étonnant, c'est que
Ouais. On a l'impression que toutes les gouvernements actuels sont devenus anachroniques, en fait. Ils ont plusieurs années de retard, un énorme temps de retard, et ils continuent dans une erreur qui est en train d'être corrigée ou refusée par les peuples. Est-ce qu'il ne va pas y avoir confrontation? Tu parlais de rapport de force. Est-ce que là, il n'y a pas un déni de réel de la part des gouvernants? On voit Macron, la façon dont il a pris son temps pour nommer Barnier, la blague de la dissolution qui est une grenade qui lui a explosé entre les jambes, Scholz qui s'accroche, tout le monde s'accroche, von der Leyen reconduite malgré les affaires de corruption. Il y a quand même un vrai problème de timing là. C'est long. Oui. Oui. Bon, la probabilité, c'est que je pense qu'ils vont essayer on va dire ils vont essayer de durer encore un petit peu, mais globalement, l'évolution générale de la situation ne plaide pas. La seule chose qui plaide aujourd'hui, et c'est à ça aussi qu'a servi la guerre en Ukraine, hein, pour les européistes forcenés, la guerre en Ukraine, ça a été l'occasion, tant qu'elle durait, tant qu'ils pouvaient agiter la menace de l'invasion russe, comme si les Russes avaient besoin d'envahir les pays européens, avec l'espace et les ressources qu'ils ont, ça n'a absolument aucun sens. Bref, voilà. Quand on connaît les coûts d'occupation d'un territoire, ce que ça implique, enfin bref, tout ça stupide. Donc, ils agitent ça. Pourquoi ils agitent ça? Parce que globalement, ils cherchent à utiliser ce stress de guerre pour obtenir des transferts de pouvoir, des transferts diplomatiques et des transferts de pouvoir, notamment de la France, en direction de l'Union européenne, auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, et pour la bombinette, hein, pour le nucléaire. Donc, ils cherchent globalement à intégrer, à dissoudre un des derniers pans, des dernières existences de l'État français, dans les institutions européennes et dans les institutions de l'OTAN. Donc ces transferts de pouvoir, le parapluie français qui deviendrait le parapluie de l'Europe, etc., etc., toutes ces logiques-là ont besoin, pour que les Français, en quelque sorte, s'y plient, ont besoin d'un stress. Tu ne peux pas faire marcher, tu ne peux pas obtenir un accord des populations sur des transferts de pouvoir de cette nature-là, et les risques sans leur faire peur. Parce que derrière, il y a des gros risques. S'il faut demain enfin bref, passons. Tu ne peux pas les obtenir dans le calme et la bonne humeur. Tu as besoin pour ça de faut leur faire peur. Un environnement hystérique. Et cet environnement hystérique, tous les mecs qui défilent sur les plateaux à longueur de journée, ils sont là pour ça. Ils sont là pour te fabriquer de l'ogre, du russe avec le couteau entre les dents, et t'expliquer que voilà. Alors, ils vont pas jusqu'à la solution. Si, bien sûr, ils te parlent de la nécessité d'une coordination de l'Europe, etc. Mais ce qu'il faut entendre derrière ce discours-là, c'est simple, c'est transférer vos forces militaires, c'est déjà bien fait avec l'intégration de l'OTAN, et aussi les forces nucléaires françaises sous le contrôle de l'OTAN et sous le contrôle de l'Union européenne, que la France abandonne les derniers pans, je dirais, de ce qui lui reste de souveraineté, d'existence d'un État autonome et démocratique, à des institutions commissaire politique de l'Union européenne, hein, commissaire de l'Union européenne. Donc c'est ça l'objectif, hein, globalement. Voilà pourquoi là, je dirais, il y a un problème de timing, parce que globalement, la parenthèse de la guerre en Ukraine risque de se fermer plus tôt. Les néocons ont intérêt à ce qu'il reste un rideau de fer déplacé vers l'Est, qui reste, je dirais, un problème de compréhension et à ce que la Russie et l'Europe de l'Ouest restent longtemps fâchées, parce que c'est le cauchemar des géopoliticiens anglo-saxons depuis 150 ans. L'union entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, c'est le cauchemar des géopoliticiens américains et anglo-saxons depuis 150 ans. Ils savent tous, ils l'ont dit, répété, écrit, réécrit jusqu'à il y a peu, qu'une coopération stratégique efficace entre Paris, Berlin, Moscou, pour faire simple, c'est-à-dire un espace eurasiatique. Ça fait l'espace économique et militaire numéro un. Allant de Lisbonne à Vladivostok, cet espace, aussi bien du point de vue des compétences de la population que des ressources, crée la première puissance mondiale de loin devant toutes les autres. Donc pour eux, c'est le cauchemar. Donc les Américains poursuivent le grand jeu dans cette région-là et cherchent à empêcher toute coopération entre la partie russe et la partie ouest européenne. Bon, ça c'est un objectif. Il y a ceux qui veulent obtenir des transferts de pouvoir vers l'Union européenne, notamment sous le prétexte de la guerre, c'est un deuxième objectif. Il y a ceux qui veulent vendre des armes, c'est un troisième objectif. Il y a ceux qui veulent vendre de l'énergie à l'Europe beaucoup plus cher que ce qu'elle achetait avant, c'est un quatrième objectif. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, quand beaucoup de pouvoirs ont intérêt à ce que quelque chose se passe, ça finit par se passer. Voilà pourquoi la guerre en Ukraine s'est déclenchée, voilà pourquoi elle a continué, alors qu'elle aurait pu s'arrêter très tôt, au prix de centaines de milliers de morts. Et voilà pourquoi ces gens-là sont aujourd'hui un petit peu le cul entre deux chaises,
parce qu'ils voient que ce conflit est en train de tourner à leur désavantage, ou en tout cas au désavantage du clown qu'ils ont mis à la tête du Ouais. gouvernement ukrainien. Évidemment, c'est bien tout le problème à l'heure actuelle et le peu de garde-fous ou de protection que peuvent avoir les peuples face à ces discussions finalement qui n'intéressent qu'une toute petite partie d'humains qui sont là pour le profit, hein, majoritairement. C'est ce que tu nous dis depuis le début de cet entretien et qui laisse peu d'espoir, si ce n'est de construire des alternatives et puis de s'informer. Ce qui pour moi est vraiment la clé, ce sont des citoyens éclairés qui savent de quoi on parle quand un politicien va leur mentir sciemment à la télé, qui sauront découvrir ou du moins dénoncer le mensonge. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Laurent Ozon d'avoir été notre invité. C'était passionnant. Je pense qu'on se reverra pour parler des suites. On n'a pas abordé le cas syrien. On le gardera sous le coude parce qu'il va se passer des choses aussi en Syrie. Mais ça fait partie de la même stratégie, hein. On peut dire que tout ce qu'on a dit là pour l'Europe de l'Est vaut également pour la Syrie, avec en plus un enjeu géostratégique encore plus affirmé sur l'accès à la mer. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Et je vous invite à suivre Laurent sur les réseaux. C'est une mine d'informations et c'est vraiment important de s'informer aujourd'hui. Au revoir. Merci Alexis, au revoir. Voilà, donc si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à notre chaîne, Le Monde Moderne. Vous pouvez nous rejoindre et puis simplement commenter, partager, mettre des pouces, ou bien pour 1 € par mois, vous pouvez soutenir le travail d'information du Monde Moderne ici sur YouTube ou sur Patreon ou sur les autres réseaux sociaux.